L'embarras de la semaine sur Alliance 92 nous parle de société, de l'individu, de l'homme, de la foule, mais tout cela à travers donc une pensée, qu'ici on essaie de voir une pensée malagache. Et pour ce faire, on reçoit donc l'historien et sociologue Emerson Angiani Tazach. Bonjour à vous. Bonjour, un gros bonjour pour les auditeurs et un grand bonjour pour l'ensemble des Malagas, je pense, qui méritent qu'on puisse leur faire parvenir quand même une once d'espoir à travers une voix tout à fait anonyme mais passionnée. Et bien connu quand même. Quand on dit Madagascar, on pense culture. Quand on dit Madagascar, on pense qu'elle est assez unique pour sa mentalité, sa pensée, sa manière de voir même les choses et sa façon de réagir. Mais un mot est toujours soulevé sans savoir exactement le sens propre. Même sa profondeur, c'est le mot Fanay et Fuknul. Est-ce que j'ai dit vrai sans être philosophe? À propos du Fana, du Fuknul, je pense qu'il s'agit d'un héritage historique, d'une importance capitale dans notre manière de voir le monde, dans notre manière de réagir, de nous organiser par rapport au monde. Le Fana, c'est universel, je pense. On ressent le Fana, l'âme, la sensibilité, de différentes manières d'une société à une autre, mais nous sommes un exemple parmi des milliers d'autres, des millions, je pense, compte tenu de toutes les sociétés qui ont évolué et qui n'ont cessé d'évoluer de par le monde. Et être malagas, c'est ça la grande question. Être malagas, aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes par rapport à notre passé? Qu'est-ce que nous sommes par rapport à l'héritage de l'histoire? Et qu'est-ce que nous pensons du vivre ensemble et de comment, justement, générer une société qui puisse tenir la route face à la concurrence générale qu'on appelle la mondialisation, par rapport à nous-mêmes, par rapport aux écueils qu'on est en train de traverser aujourd'hui. Lorsqu'on parle de Fuknul, au fait, c'est un concept relativement ancien parce que ça vient de Fuk. Le Fuk, c'est cette communauté de base axée sur la parenté. À la base, il y a la famille nucléaire, qui se structure par réseau d'alliances et de filiation en lignage, et plusieurs lignages constituent un clan, plusieurs clans peuvent former un tribu, et ainsi de suite. Et le terme Fuku, au fait, ça peut englober au départ la dimension clanique, c'est-à-dire les gens d'une même communauté qui ont une ascendance commune par rapport à un ancêtre réel ou mythique, mais qui ont ce sentiment identitaire d'appartenir à une unité de base. Par extension, plus tard, au temps où s'étaient formés à Madagascar des structures ou des institutions un peu plus généralisantes, comme c'était le cas des royaumes, c'est-à-dire qu'il y a un clan qui va faire prévaloir sa force, sa puissance, son autorité, son pouvoir sur les autres clans. On a abouti à une autre notion du Fuknaul, c'est-à-dire des clans de personnes vivant ensemble, mais mettant en présence plusieurs clans qui se partagent par contre le même territoire, les mêmes soucis, les mêmes problèmes, et qui sont obligés plus ou moins de vivre. Ça, c'était étendu. Et c'est ce concept, au fait, qui a traversé l'histoire. Le Fuknul, en tant qu'unité agissante, en tant qu'unité réfléchissante et en tant qu'unité qui puisse finalement essayer de mettre en valeur cette force dans la communauté. Donc, avec le Fuknul, il y a d'autres notions comme le Valtanan, le système de dons et de contre-dons, l'entraide mutuelle, et le sentiment d'appartenir à une même entité identitaire. Et il y a eu des institutions qui l'ont utilisé à bon escient.
Des fois, lorsqu'on parle du passé, on en revient toujours à ce personnage incontournable qui était André Napoléon. Mais en fait, André Napoléon, dans sa réorganisation de la société de Limerne en son temps, il n'a rien inventé du tout. Il n'a fait que officialiser... Le concept était déjà là. Le concept et la pratique étaient déjà là. Mais il n'a fait que valider, renforcer cet aspect du Fouquenoul-là. Mais plus tard, on est passé par la colonisation. Et durant la colonisation, même le pouvoir colonial a instrumentalisé le Fouquenoul. Il faut voir toutes les mesures qui ont été prises pour fixer tout d'abord les gens à l'espace, afin de mieux les contrôler, par le système de taxation diverses, mais également la perpétuation d'une forme de mise en valeur qui était le fanpoun de l'ancien temps. Mais bon, le concept restait la même, mais il n'y a que l'appellation qui a changé. Et dans l'imaginaire collectif, au fait, lorsqu'on parle malgachéité ou communauté malagasy, on en revient toujours à ce concept de Fouquenoul, qui était devenu l'axe de pensée rattaché à un territoire qui deviendra le Fouquetane, suivant l'expérimentation entre les années 72 et 75, l'expérience Ratimanrave, qui était réellement une initiative d'essayer d'optimiser au maximum la capacité des collectivités, des individus et du vivre ensemble. Seulement, avec la révolution socialiste émergente à partir de 75, l'autonomie des Fouquenoul a été carrément effacée, je pense, parce que d'un système... Ou réduite aussi carrément. Réduite, mais en tout cas, les individus qui autrefois avaient tous les loisirs d'identifier leurs problèmes et de réagir en conséquence pour y remédier, n'avaient plus cette possibilité, puisque désormais, toutes les directives venaient d'en haut. Les chefs de Fouquetane, au lieu d'être élus comme c'était le cas, brièvement, ont été désignés. Et les Fouquenoul, finalement, ne sont que des réceptacles de directives qui viennent d'ailleurs, et ça prête à confusion au niveau de l'efficacité, parce que, finalement... De réagir ensemble. Il y a eu des responsabilisations du collectif et de l'individuel. Au point que, actuellement, on en arrive à une société où les Malagasy sont insulaires, dans le cadre d'une grande île, et chacun se représente le monde à sa manière, n'arrive plus à communiquer avec les autres, et il n'y a que les fortes en gueule qui peuvent se faire entendre, parce qu'ils ont personne, comme je le disais, on entre dans une phase, depuis les 1975, je pense, dans une logique de cacophonie, de monologue. Tout le monde veut faire taire les autres et tout le monde veut faire entendre sa voix. Et ça me rappelle étrangement la communauté des enfants qui, pour marquer leur présence, pour marquer leur existence, essayent de crier plus fort que les autres. C'est ça la situation actuelle. D'où, je pense, tout à fait récemment, lors des périodes électorales, il y a eu un terme et un concept qui revenaient sans cesse. Tout le monde en est conscient, au fait, mais personne n'ose prendre la mesure nécessaire. Lorsqu'on parle de Fanrenanaïfout, on a beaucoup parlé de Fouquenoul. Il y a eu des candidats, refondation, etc. Mais il ne faut pas rêver, il faut être réaliste. Et pour être réaliste, il faut prendre conscience de ce qui se passe réellement. Au-delà des discours, de circonstances qu'on profère à gauche et à droite, il y a des études à faire, des analyses à faire, des débats à ouvrir. Et il faut qu'il puisse y avoir réellement débat social autour de cette notion essentielle du Fouquenoul. Quel type de Fouquenoul faudra-t-il remettre en vigueur pour qu'on puisse trouver un salut? Mais moi, je pense que sans une remise en cause de cette notion, entre justement la responsabilité de l'individu dans notre devenir et les rôles qu'on doit tisser
pour générer un collectif qui puisse tenir la route. C'est ça la grande question qu'il faudra ouvrir, parce que ce n'est pas la volonté d'un leader, un seul leader, qui puisse propulser le pays. N'est-ce pas? Il faut une synergie, et cette synergie ne sera possible que grâce à une, comment dirais-je, adéquation de la pratique, de la mentalité, de la conscience. Et on en revient au concept que vous aviez évoqué tout à l'heure, le FANA. Il faut générer un nouveau FANA qui puisse correspondre au 3e millénaire. D'accord. Alors, Emerson Andiana-Nijaza, le constat actuel, c'est que les politiques utilisent beaucoup ce mot actuellement. Je dis d'abord mot, au lieu de parler de concept, Fukunul. Mais parle-t-on le même langage alors? Étant donné que nous sommes face aussi à une certaine situation socio-économique du pays, nous sommes face aussi à un autre plus de globalisation, la mondialisation. On perd pied, non? Quelque part. Ou est-ce que justement, comme vous dites, on est obligé de parler plus haut que l'autre pour se faire entendre, ou carrément on n'écoute plus du tout? Moi, personnellement, étant, je ne dirais pas habitué à me distancier par rapport au temps, je pense que la société malgache pourra s'en sortir, mais d'ici 2 siècles, 3 siècles. Parce qu'à force de buter contre un mur, une société qui veut survivre se doit de réagir. Survivre, vous dites, pas vivre, mais survivre. Survivre tout d'abord pour dépasser le handicap. Mais c'est ça justement la force de la réflexion. Essayer d'anticiper ce qui pourra advenir, essayer de dévancer, essayer de contourner et prendre conscience justement réellement des problèmes. Mais est-ce que nous sommes conscients que depuis 60 ans à peu près, nous butons contre un mur? Nous répétons sans cesse les mêmes bévues sans trouver de solution. Il y a matière à réflexion. Donc là, ma proposition, c'est qu'il est temps que jamais maintenant de donner une place à la rationalité, à la réflexion, au-delà des discours. Mais pour les autres, c'est une perte de temps. Il faut agir tout de suite, maintenant. L'action sans réflexion, c'est une action vouée à l'échec. Ça peut réussir de quoi? Mais le destin d'un peuple et l'avenir d'un pays ne dépend pas du hasard. Il faut que ça soit pensé, ça soit réfléchi. Bon, un exemple parmi tant d'autres que je donne. À Madagascar, j'ai pu me rendre compte que finalement, dans un contexte de globalisation, de mondialisation, on a tendance, bien souvent, à s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Je ne dis pas que c'est mal, mais des fois, on génère une logique complètement extravertie. On invente, absurde. Oui, on frise l'absurdité des fois. Ouais. On transpose ici des cas, des problèmes qui n'existent pas sur place. Et à contrario, on ne tient pas compte justement de la réalité de notre vécu, de notre ressenti. Comme si, et je crois que là, on est dans une logique complètement schizophrène. On a nos pieds dans la boue à Manartouissout et notre tête et notre rêve s'en va à New York, à Londres et surtout à Paris. On nous a... Et ça, c'est complètement... Parce qu'on veut être comme l'autre. Ah ben oui, justement, lorsqu'on analyse un peu tout ce qu'on décline en termes de discours sur le concept de développement. Être développement, c'est parvenir à l'état de l'ailleurs qui n'est pas ici. On va générer une société urbaine, mais concernant l'urbanisme et l'urbanité, je crois que il y a eu des stades qu'on a sautés quelque part et le résultat est là. On était passé d'une société rurale à une société citadine qui n'a pas de référence. On génère là, vous voyez un peu la ville d'Antananarivo, c'est un espace complètement, je ne dirais pas, où il n'y a pas de référence par rapport au sacré, par rapport à l'usage, par rapport... Chacun fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que culturellement, on n'a pas été préparé justement à générer cette adaptation
aux exigences de la modernité. Hein? Il y a eu des pas. Sans prendre compte aussi que la population, elle augmente. Elle augmentera toujours. Mais par rapport à d'autres sociétés, le Mexique, l'Indonésie, etc., on est encore, on a une marge suffisante pour pouvoir générer quelque chose. Hein? Qu'est-ce qu'on est à peine 30 millions, hein, n'est-ce pas? Il y a des villes de par le monde qui comptent plus de 20 millions d'habitants, vous imaginez. Hein? Mais il faut se distancier par rapport aux choses. Et surtout, coller à notre réalité. Qu'est-ce qu'on a? De quoi dispose-t-on? Et qu'est-ce qu'on peut faire avec? Tout d'abord. Et on doit partir de là. Parce que cette logique extravertie à outrance qui espère toujours le salut, d'ailleurs, moi je ne pense pas que ça soit viable à long terme. Sur le coup, pour publicité, un apport financier. Avoir de l'humilité aussi, non? Oui, tout à fait. Hein? Il faut reconnaître qu'on est bête quelque part, quoi, et qu'on a encore beaucoup à apprendre. Et c'est peut-être le premier pas de la sagesse quelque part. Alors, mais on sait aussi que vous êtes enseignant. Comment voyez-vous l'évolution justement des jeunes à travers cette société en mouvement? Lorsque j'y pense, ce n'est plus ma tête qui fonctionne, c'est mon cœur. Parce que c'est désolant au-delà du possible. Pourquoi? Tout simplement parce que le sens de l'éducation, de l'enseignement pour générer une culture dynamique a été complètement laissé de côté, je pense. Et entre-temps, on a développé une superficialité. Les références s'orientent plus vers le m'as-tu vu, vers cette superficialité. Justement, il y a le fait qu'on ne dispose pas de système d'éducation qui puisse vraiment propulser les jeunes et les moins jeunes est un handicap incontournable pour nous. Bon, je prends un exemple. Vous vous souvenez certainement, ce n'est pas que je sois passéiste ou que je conçoive le passé comme un âge d'or, mais dans les années 60, dans chaque commune, il y avait un hall de l'information. Il y avait des unités de sensibilisation qui établissaient le dialogue entre les populations de base, les institutions, les actualités, et c'était autant d'ouverture sur le monde. Je me souviens encore, dans toutes les petites villes de Madagascar, il y avait des bibliothèques. Il y avait cette accessibilité, une facilité d'accès par rapport à l'écrit. Il y avait des cinémas mobiles. Il y avait des cinémas mobiles, n'est-ce pas? Moi, j'ai vécu dans un bled comme Sofnadenitas, tous les lundis, à la fin de la journée du marché, c'était la fête pour se retrouver sur la grande place, en lampe. Mais maintenant, aussi contradictoire que cela puisse paraître, à l'ère de l'Internet, à l'ère de TIC, comme on dit, tout le monde, il n'y a plus cette accessibilité à la culture. Et en tant qu'enseignant, ça me désole de plus en plus que les étudiants n'ont aucune référence de lecture jusqu'au moment où ils vont préparer leur mémoire, n'est-ce pas? Tout au plus, tout au long de leur parcours, ils écrivent 2 heures pour les interrogations écrites ou pour les examens. Il n'y a plus cette volonté de coucher sur papier l'étincelle d'une réflexion passante pour en tirer la quintessence afin de les structurer. Mais dites-moi, monsieur le professeur, ceci n'est pas dû aussi quand même à la non-évolution de la pédagogie donnée aussi par les enseignants quand même. Il faut, moi, je pense que le mal est plus profond que ça. On n'a pas généré un système qui puisse réellement booster la réflexion. Pourquoi? Je mets sur le tapis un fait incontestable. Depuis une vingtaine d'années, on ne cesse de se dire, tiens, les gens ne lisent plus, il y a une défection par rapport à la lecture, et maintenant, on entreprend des actions, des projets pour inciter les jeunes et les moins jeunes à lire. Mais est-ce que nous avons à notre disposition des lieux de facilitation,
justement d'accès à la lecture. Des bibliothèques, n'est-ce pas? Parmi mes étudiants, il y en a, jusqu'en L3, qui n'ont jamais mis les pieds dans une bibliothèque et qui fonctionnent toujours comme s'ils étaient à l'EPP avec leurs leçons à apprendre par cœur. Ça, c'est désolant. On parle du monde universitaire, là. Du monde universitaire. Il y a un autre fait, c'est que le monde de la réflexion, le monde des intellectuels fonctionne dans un monde à part. Il n'y a pas cette jonction indispensable, je pense, entre la réflexion qui se fait au niveau universitaire et la vulgarisation qui doit accompagner justement les fruits des recherches. Toute comparaison faite, en Europe, vous avez des ouvrages de vulgarisation destinés à plusieurs types de clientèle. Les clientèles averties, les spécialistes, les enfants encore en pleine évolution et qui apprennent à lire. On parle d'astronomie, on parle de physique, on parle d'histoire, on parle des percées des recherches, mais en les vulgarisant, il y a toute une panoplie justement d'instruments qui ont été façonnés pour établir la jonction entre les pointes de la recherche et le citoyen lambda. Ici, il n'y a pas ça. Justement, au niveau des mentalités, les gens qui ont fait des recherches, ils fonctionnent encore comme les enfants de l'EPP, qui cachent, dans la mesure du possible, le fruit de leur recherche, comme pour ne pas les donner en partage, n'est-ce pas? Un savoir qui ne se partage pas, c'est de l'ignorance cultivée. Et reporter ça à un niveau plus global, et vous avez les résultats là, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, toute pratique est culturante, n'est-ce pas? À force de ne pas lire, à force de ne pas réfléchir, ça devient la culture ambiante. Oui, l'abrutissement est devenu très caractéristique justement de notre culture. Si tant et si bien que une discussion ou bien une interrogation bien posée, qui nécessite des longues virées dans le monde de la réflexion, les gens trouvent ça barbant. Ils disent, tiens, ça, c'est trop long comme sujet, c'est trop profond comme sujet, et ils en restent là. Et à peine entame-t-on des discussions que reviennent sur le tapis la question du kapok, la question du soci. Lorsqu'on dit Risakatsinanakan, ouais. Et ça revient, c'est cette boucle qui revient donc au niveau du Fuknul aussi, si l'on revient sur notre... Moi, je pense que malheureusement, je n'ai plus assez de temps à ma disposition pour pouvoir... Ce n'est pas que je me décourage, mais l'ampleur de la tâche qui nous incombe et que nous devrons absolument surpasser est tellement immense. Eh bien, vous avez commencé votre embarras d'ailleurs déjà sur Alliance 92. Chers auditeurs, c'est à eux qui continuent à travers des discussions au foyer ou après l'écoute de cette émission. Et merci encore et merci Anjanate Zazafi. Ça a été le plaisir pour moi, comme on dit. À très bientôt puisqu'on va se revoir.